C'est un sujet qui est relativement peu débattu chez nous, ce thème. Pourtant, il a une antériorité de 40 ans, principalement établie d'ailleurs par le travail de Mireille Bonnet sur le travail d'ARE que vous connaissez, mais surtout aussi le travail de son principal élève, qui est Didier, qui est présent ici. Parce qu'il a fait une thèse absolument magnifique que je vous encourage tous à regarder, parce qu'elle est souple. Alors, oui, la DMLA, ben, vous allez voir, il y a beaucoup de pathologies dont finalement la DMLA, mais le glaucome et la myopie sont monitopathologies vasculaires. Alors l'incidence, bon, je vais passer assez vite, dans les pays occidentaux, c'est 11,2%. Il y a 7,5 millions en France, et on ne traite que les conséquences de la maladie et jamais une cause, c'est-à-dire qu'on ne traite que à peu près potentiellement 1,5 million de personnes, c'est-à-dire une proportion de ces 1,5 million de personnes. Alors les signes cliniques, bon, je passerai sur ce qui est à droite parce que ça vous le connaissez bien, mais les signes cliniques en fait de début, c'est principalement les photophobies et des problèmes d'adaptométrie. Alors la prévalence, ça vous connaissez un petit peu, ça aussi je vais passer parce que c'est quand même pas des choses pour retrouver. Au point de vue génétique, tout le monde s'est un petit peu excité dessus, mais en fait en réalité vous avez 106 gènes impliqués. Alors évidemment, l'anticéphalique n'est pas un facteur 4, mais il y a surtout aussi l'hygiène de vie et les facteurs qui sont des facteurs environnementaux qui sont très très importants. Après, des formes rares, comme ça vous avez tout ça. Jean-Paul m'avait envoyé, on avait vu 2 maladies lévantinaises. Il y a le gaz qui est un petit peu particulier parce que là, il va toucher non pas les causes de cette maladie, qui est principalement de l'hématologie, mais plutôt la physiologie des causes. Alors, donc, ça c'est un petit peu le fil rouge, mais je ne vais pas développer tout ça parce que vous pourrez le retrouver. On va surtout parler de biologie parce que ça vous permet de poser des indications. Mais gardez ça dans votre tête, dans un coin de votre tête, parce qu'après, probablement, tout ça c'est lié à une ischémie perfusion. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une conséquence de la désynchronisation nictémérale. C'est une visuelle confrontée à une activité excessive en lumière artificielle dispersive prédominante. Retenez ça dans votre tête, c'est quantique. Alors c'est quantique parce que tout est quantique. Hein, depuis le Big Bang, alors tout ce que vous voyez, les petits flashs là, ce sont ni plus ni moins que de l'infrarouge ou de l'ultraviolet, et ça conditionne tout, ça fait la matière. Si ça intéresse la quantique, vous pouvez la rechercher. Je vous ai mis la haute, ce travail extraordinaire, une belle rouge de lumière par de Widelbal, c'est très intéressant. Alors, évidemment, tout est dépendant de la lumière, donc en fait, œil et soleil, c'est je t'aime moi non plus. Nous avons à peu près ça, c'est cette extraordinaire fourchette de visible que laisse l'eau, les UVC, et puis surtout, regardez bien, c'est très important, parce que maintenant qu'on parle de photobioluminescence, vous avez 47% d'infrarouge. Je vous rappelle aussi que cette longueur moyenne, qui est de 550 microns, recrée de l'infrarouge à 10 000 nanomètres après avoir réfléchi sur le sol. C'est la Terre qui est pas l'infrarouge. Alors oui, bah, donc chasseur-cueilleur, donc ici on avait 20 millions d'années cumulées, 66% du temps l'été et le soleil, mais le travail moderne, depuis 210 ans, 66% du temps, il y a cette saloperie de lumière artificielle. Hein. Là on est passé à ça, et forcément vous avez un déficit d'environ 150 à 200 fois moins de luxe que requis pour le monde naturel. Alors ce qui rentre dans l'œil, c'est la fameuse tache d'Airy. La tache d'Airy, vous l'avez focalisée ici, donc vous voyez qu'elle est beaucoup plus condensée, mais en fait ce qui a stimulé la bonne vision, c'est le dôme gaussien que vous avez au centre, et vous avez un balayage quantique. Tout ça, ça a été trouvé étonnamment entre 1629 et 1643 par ces deux hommes que vous connaissez bien, mais on n'a pas tiré de conséquences et on n'est toujours pas sur la quantique, on est physiologique. Alors, comment ça marche? Ben, tout simplement, voilà, ici vous avez la tache d'Airy, vous avez 130 millions de bâtonnets, 6,5 millions de cônes seulement, mais ici, vous en avez 6500 à peu près, et normalement sur le macula, il y en a un petit peu plus, 5 millions à peu près. Et en fait, tout ça, c'est altitudinal, alors qu'en périphérie, c'est horizontal. Alors évidemment, c'est protégé par un pigment que vous avez là, qui empêche des problèmes de lumière bleue. Tout ce que vous mettez comme filtre de lumière bleue, c'est une foutaise. Alors, je vous ai fait une petite démonstration ici, parce que j'ai fait aussi de l'AutoCAD qui démontre justement cette histoire de balayage quantique et de flux sanguin, après vous allez voir, parce que ici vous avez le brossage de données, ça fait à peu près 15 anomalies supplémentaires ici, qui vont focaliser en anneaux, ça se fusionne avec le dôme gaussien, et vous avez ici, vous retrouvez une diffraction quantique qui va faire le balayage, qui va augmenter à la lumière le flux sanguin rétinien, puis choroïdien. Alors ça a été démontré en 2001 par
une équipe avec qui j'ai voulu travailler, l'équipe de chemin de fer, c'est Gabriel Fougéguer. Vous avez une variation entre 10, suivant le prison d'un œil ou des deux, de 10 à 14% suivant la lumière. Les yeux dans un environnement normal. Alors, la dopamine, donc, qui va être sécrétée par la lumière, il faut savoir, alors j'ai fait de l'arrière, certains l'ont fait sans doute aussi dans votre cursus, et donc elle a un effet dopaminergique direct, donc orthosympathique, inférieur à 5 kg gamma-kilo-minute. Vous allez avoir également une augmentation naturelle, et puis quand on augmente un petit peu, vous avez un effet bêta qui va vasodilater les artères, donc augmenter encore le flux sanguin rétinien. Alors après, comme j'ai trouvé également, c'est ce qui m'a permis de rejoindre les travaux de Mireille, j'ai trouvé une fonction dialysante dans l'œil, la choroïde dialyse la rétine, et en fait, ça fait le lien entre la circulation de la rétine et de la choroïde. Vous allez le voir, on va vous le montrer dans ce petit jeu étonnant. Après l'adaptation en tout cas, ici, chez un enfant qui a une myopie de -3, vous avez une augmentation de 34 microns, mais j'ai obtenu, moi, sur des cas de myopie environ -5, jusqu'à 100 microns d'augmentation. Donc vous allez avoir forcément à ce moment-là un balayage sanguin ici, et ça, c'est le système qui freine la myopie, mais qui améliore aussi, évidemment, la circulation et qui peut peut-être protéger la DMLA. Et alors, je vous rappelle que moi, je fais ça chez les formiotes, ce qui permet d'éviter des complications de maculopathie myopique qui sont assez proches au niveau de la physiologie, finalement, de la DMLA. Alors, je vous rappelle ce que c'était que la chorodialyse. La dialyse, c'est une membrane cellulaire avec deux flux contraires, le flux sanguin et le flux du dialysat. Alors, ces flux contraires ont été démontrés par Amalric. Vous avez la choroïde, la rétine, exactement la même structure. Vous avez une membrane cellulaire perméable. Vous avez un flux sanguin rétinien qui est donc centrifuge, PET, et un choroïdien qui sont diffus. Et alors, en dialyse, on est au double, c'est-à-dire vous avez en principe 250 pour le dialysat et l'inverse pour le sang, mais là, on est 10 à 15 fois. C'est absolument phénoménal. Est-ce que tu veux bien insister sur le sang alcalique, parce que c'est quand même une base de la ouais, centripète, centrifuge par rapport à la rétine, par rapport à la macula, par rapport à la si c'est ça, c'est et centrifuge sur les choroïdes. Okay. Alors, en fait, bon, on ne va pas détailler trop, on va s'intéresser surtout ici. Alors, vous avez 6 fluidiques dans l'œil, hein. Ça part des larmes et ça rentre, et vous avez des fluidiques différents qui vont être évidemment conditionnés par la lumière. Je vais passer ça. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout cette histoire de circulation rétinienne augmentée à la lumière, la choroïdialyse et l'augmentation de la circulation choroïde. Après, vous avez, dans la matrice, vous avez une circulation lymphatique. Il n'y a pas de lymphatique dans la choroïde, c'est la choroïdialyse qui fait ça. Le flux lymphatique interstitiel est repris par la lymphatique à partir du lymphe. Alors, comment ça marche aussi? L'accommodation va changer aussi la circulation. Alors, le problème, même Ayré, qui, avant de décéder en 2022, a encore fait un papier en 2002 en disant qu'il n'y a absolument pas de régulation de la circulation choroïde, c'est totalement faux. C'est quelque chose de vivant qui bouge énormément. Et c'est adaptatif. Alors, comment c'est adaptatif? Ben, vous avez déjà une musculature ici, intervasculaire, vous avez les petites flèches que vous avez là, qui a été redécouverte par Christian Brachmer, un Allemand, mais ça a été découvert par Müller en 1950. Vous avez un tas de petites fibres ici qui vont contracter et vidanger, faire un squeeze de la choroïde, faire une vidange accommodative. Et ça peut diminuer l'épaisseur choroïdienne jusqu'à 25 microns temporels. Quand vous avez une myopie, où il y a déjà une choroïde qui est amincie, vous créez une ischémie en perfusion. C'est ça le moteur de la myopie. Si vous avez une DMLA aussi, où l'épaisseur est très très amoindrie, ben vous allez créer l'ischémie en perfusion et vous avez une DMLA de la progresser. Alors, il faut aussi comprendre une chose, c'est que le tissu qui va entretenir les cellules, c'est principalement l'épithèle pigmentaire. Alors, vous savez, dans la formation biologique, vous avez un stade après la fécondation de morula. Ce stade de morula, il n'y a pas de vaisseau. Et les cellules vont dialoguer entre elles. Les cellules sont extrêmement posantes et elles vont dialoguer par le phénomène d'extension du squelette microsquelette d'actine qui vont donner une immunotype. Et vous avez ici une petite flèche avec des transferts, y compris des mitochondries qui peuvent passer par ici. Et c'est un transfert permanent que vous avez toute notre vie. Évidemment, il est établi. Alors, évidemment, il peut être fragilisé par l'inflammation, par un tas de pathologies, mais c'est la parabiose de Raman. Alors, je vous montre ici la jonction horizontale des cellules qui
des petits dunins pour qu'ils vont vraiment récupérer et favoriser la sécrétion de gluten. Alors, évidemment, au niveau du traitement de la prise en charge, écoutez, l'ischémie-perfusion, 100% on ne fait rien. La parabio, c'est 100% de la pathologie, on ne fait rien du tout. Et finalement, on ne traite que les conséquences et absolument pas les causes. Réfléchissez bien, vous verrez qu'en médecine, c'est assez fréquent. Donc, il y a les drusen, on va traiter avec le petit autre. Vous avez la photoxydation, on va traiter les infiltrants. Vous avez tout un tas d'anticorps qu'on a balancé maintenant. On a inventé celui-là, le tout dernier, enfin, je sais pas, le machin Sinophrone, voilà, c'est celui-là. Hein, bon, mais tout ça, ça joue l'inflammation qui est présente dans toutes les pathologies et vous n'obtiendrez pas plus de 25% au maximum. Déjà, celui-là, il a complètement foiré, il est en dessous de 10%. On n'est pas sur les. Donc, je vous ai remis ça. En fait, la seule façon de le traiter, c'est de reprendre la thèse de Didier. Je vais vous la montrer. Je vous ai remis ça pour montrer un petit peu, mais pour lutter pour l'ischémie-perfusion, il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire des gâteaux de je vais le montrer. Alors, comment ça se régule aussi, cette circulation? Ça se régule par une physiologie très particulière qui est présente dans tout le corps, c'est l'effet de l'ordre alvéolaire. Quand vous avez ici une circulation normale, tout se passe bien, ça s'équilibre. Quand vous avez une pression capillaire qui est basse, vous allez avoir une vasodilatation, hein, je vous ai parlé de l'effet bêta tout à l'heure, qui va remplir le schéma qu'il faut, parce que la veine à ce moment-là va regonfler. Par contre, s'il y a une athérosclérose, et bien ici ça ne bouge pas, et bien vous allez avoir un avachissement ici de la veine pour essayer de créer une pression négative, pour essayer de favoriser l'écoulement. C'est la loi de Poiseuille, c'est le pression grade de flot. Voilà. Alors cette régulation, elle a trois composantes. Donc elle a une composante orthoparassympathique, composante myogénique, hein, évidemment il y a des muscles, et une composante paraendothéliale très très importante, qui est conditionnée par l'endothélie, et puis le NO principalement. Vous allez voir, elle se voit très facilement avec un examen complémentaire très simple, c'est dans le vidéo. Alors bon, donc la choride en fait est un réservoir adaptatif au tissu des champs principales qui est la choride capillaire. Alors je vous ai fait ici un petit calcul. La choride capillaire en gros c'est à peu près 12,59, enfin 12 à 13 microlitres. Hein. Une satellite normale c'est dans ces zones-là, à peu près, la LR c'est ça, et vous avez en gros, il faut couper en deux, l'épaisseur choroïdienne, vous avez donc 148 microlitres qui font 6 fois le volume de la choride capillaire, potentiel adaptatif pour perfuser correctement. Je parle de sang artériel. Par contre, dès que vous commencez à avoir une DMLA, tout ça a diminué, évidemment. Et là, vous pouvez avoir. La choride capillaire ne baisse pas tellement, parce que finalement, c'est le tissu qui est sauvegardé. Il va descendre autour de 8, 9 ou 10 microlitres. Par contre, la satellite, elle a pris un bon coup. Et la LR, c'est elle qui draine le reste. Bon, mais du coup, vous n'avez plus qu'un potentiel adaptatif de 4 fois, à peu près, la choride capillaire. C'est quand même très très chaud dans certaines conditions. Alors, là, je vais revoir cette thèse extraordinaire de Didier, que vous n'avez pas vue, mais qui est vraiment fabuleuse, parce que ARA a dit quand même pas mal de choses qui ne sont pas vraies. Alors, on parle de la watershed zone, Didier avait présenté ça pour l'année dernière, il y a 2 ans. Elle existe, et ça, il a tout à fait défini. Elle peut même exister des au-dessus ou en dessous d'une optique. Et puis surtout, vous la retrouvez, ces watershed zones, dans les grappes de cilière, entre les grappes de cilière, mais elle n'est pas du tout en horizontale. Alors pourquoi on la retrouve principalement en verticale? Eh bien, ça c'est encore Didier qui l'a trouvé dans sa thèse, parce que vous avez ici 2 troncs principaux. En gros, vous avez, la plupart du temps, c'est 2 ou 3 gros troncs d'inter-ciliaires postérieures qui vont se donner les ciliaires complètes. Hein. Donc vous avez la barre optique et puis vous avez la distale ici. Alors il arrive parfois qu'il y ait aussi une autre distale un petit peu nasale, et puis vous avez très lié à ce groupe-là, l'artère centrale de la rétine. C'est pour ça qu'il y a souvent un petit retard, une demi-seconde, voire une seconde quand on fait l'infection. Et puis une chose très importante aussi, le glaucome, c'est-à-dire que vous avez le cercle inhalaire ou l'anastome, cette circulation périodique qui est anastomotique. Et Didier l'a également démontré, puisqu'il a également démontré que vous avez ce retard, vous avez là, il en parle, et ce retard conditionne la watershed zone aussi. Donc vraiment, relisez la thèse de Didier, c'est vraiment fantastique. Alors évidemment, je vous ai illustré ici, donc ici vous avez la watershed zone, évidemment le flux ici est plus important, on voit bien le CT, et puis après, ça diminue relativement. Mais donc tout le problème se trouve le néantique ici, et puis après, vous avez alors, vous avez résumé tout ça ici. Pourquoi aussi on a tendance à avoir une atteinte plus centrale? Mais finalement, c'est également assez simple, et c'est encore Didier qui l'a montré, parce que vous avez 3 coups. Il parle d'hameçonnage ici, il parle de buisson épineux, ça peut être ça. Donné ici, c'est assez étonnant. Effectivement, vous avez 3 coups.
Et les 3 poules, vous savez qui vous a parlé des effets Venturi par rapport au péristaltisme. En fait, la thèse de départ, c'est Bernoulli, et on parle d'effets Venturi, on a une discussion comme ça avec Pierre-Olivier. Mais en fait, tout ça va créer des turbulences par changement de pression. Ces turbulences favorisent l'athérosclérose. C'est pour ça que vous avez une athérosclérose plus importante au pôle postérieur et beaucoup moins parce que la circulation n'est pas en ancienne. Là, il y a moins de frottement. Et ça, c'est Didier qui l'a montré aussi parce que à l'époque, c'est la seule faiblesse de sa thèse. Comme il a dessiqué les membranes, tout ça a été intégré, on ne pouvait pas le voir, mais il voyait bien les lobules en péristyle. Alors ici, vous allez voir une vidéo qui m'a été confiée par une autre équipe qui travaille avec nous, avec quelqu'un extraordinaire qui est vraiment aussi vraiment mon père, Fernand Magras, hein, avec l'équipe de Pierre-Olivier. Vous avez Alexandre qui malheureusement n'est pas là et qui fait le même travail magnifique. Hein. Alors vous avez ici, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, ici vous avez des 2 ailes. Et ici, vous allez avoir, vous trouvez ici une loupe de déperfusion. Vous allez vu passer, et puis qu'est-ce que vous voyez ici? Vous avez un phénomène intérieur qui va essayer de créer une pression négative pour favoriser l'approvisionnement en sang de la paroi capillaire, et ça va faire. Alors, si vous voulez faire des autres, parce que ici, vous voyez que le réseau ici est surabondant, il faut faire en haut. Il faut lier ici pour essayer de rattraper un peu le sang, et vous avez des racines de recrutement rétrograde, ont éclat, et vous allez nourrir un petit peu plus la paroi capillaire. Voilà. Et vous voyez que la recherche zone est quand même assez importante. Et vraiment extrêmement. Et ça, c'est dans le retard que les défis Didier du tronc parodontique qui donne, parce qu'il va alimenter autour du dentique, donc il y a un déficit, on n'a pas assez de pression ici. Alors, ici, c'est toujours le même patient, voilà, c'est la même idée. Donc vous avez cette fameuse. Alors, je parle de tachychoride, mais c'est une tachychoride veineuse, hein, l'adaptation. Alors, il y a aussi une autre chose que je vais vous rappeler un petit peu ça, c'est important aussi, c'est le système artériel est un système à haute pression résistif, principalement relativement turbulent. Alors nous, on n'a pas de globie, il n'y a pas de globie, il y en a pas au niveau de la peau. Évidemment, en fonction de la longueur de champ, les pressions de circulation dans les collatérales diminuent. Et globalement, le volume ici doit être le même que là. Tout doit passer, après c'est une question de temps. Et le système, par contre, capillaire, c'est un collecteur capacitif de percolation à basse pression. Et aussi à hématocrite qui va se renforcer au fur et à mesure. Ce qui sort des capillaires ici, c'est un hématocrite très très bas. À basse pression, il est entre 0 et 5 mm de mercure. Alors, vous avez aussi la viscosité augmente, et la viscosité a un effet directement sur la paroi. Ici, vous avez une publication qui montre bien que quand vous êtes dans le secteur uriné et que vous avez une viscosité importante, ça va dilater les veines. L'hypoxie, comme il fait ça, vous avez une activité viscosité élevée, a un effet vasodilatateur. Alors bon, je vous montre un petit peu ça, vous connaissez, il y a la loi de Buret, c'est-à-dire que l'artère nourricière, le cube du rayon est égal au cube du rayon collatéral. Alors ça, c'est quand ça marche. Il y a vraiment un athérosclérose, vous n'avez pas ça. Alors, j'avais eu le prix du meilleur poster, j'avais été invité par Didier, on s'est rencontrés à peu près ces années-là, en 2006, et Cannes, donc ce concept que j'avais repris sur ces travaux m'avait permis de faire ça, et j'ai eu le prix. C'est ce qui m'a protégé, parce que sinon, premièrement, ils m'ont déjà menacé 45 000 € d'amende et d'interdiction d'exercice si je revenais pas le professeur Sugel. Mais bon, c'est pas ça qui m'a protégé pendant 20 ans. Alors le concept, voilà, le concept il est très simple, c'est-à-dire qu'ici vous avez l'athérosclérose qui va limiter la perfusion des lobules, et donc en fait, ici cette artère qui est normale, qui n'est pas athérosclérosée, le sang va passer à toute vitesse avec la pression de flot, il va partir, je dirais, vers les veines, mais il ne va pas du tout reperfuser cette eau déperfusée. Donc si vous fermez ici, vous allez reconstituer un tonus circulatoire, et vous réintroduisez aussi 2 à 5% d'incidence ciliaire globale qui vient du système de drainage antérieur, dont une partie va partir par les veines musculaires, et une autre partie est drainée parce que le flot est important, il va être aspiré et drainé par les veines ventriculaires. Donc en gros, 2 occlusions veineuses vont restaurer pour 40 à 50% du tonus. Donc il va falloir repérer le volume à redistribuer. Ça, vous ne pouvez le faire qu'avec des vidéos. Vous allez avoir. Et charbonnage par barrière, c'est hyper important. Ah, ça, c'est sur tête de moi. Voilà, sur tête de la parce que ça, moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Reviens en arrière. Oui. Je pense que c'est la métaphore qu'on n'a pas. Ça va être très bien. Et moi, je ne suis pas sûr que tout le monde suive. Oui, d'accord. Je sais que c'est là que je décroche. Là,
on n'est pas sur des capillaires classiques qu'on trouve dans la peau. On est Non, sur la chloramine, qui est donc un corps caverneux, tout fusionné. Ah, on peut revenir là. Ouais, mais c'était bien, on voit pas mal sur ton truc. Corps caverneux, tout fusionné, de moi, machin. C'est là que c'est hyper important. Revenez sur celle d'après. Elle est bien. Et là, il faut bien comprendre qu'on s'en fout complètement de la circulation du sang avec préférentielle comme ça. Et nous, ce qu'on va faire quand on va boucher ici, on se fiche bien complètement que ça revienne dans l'autre sens. On est dans des volumes de pression très très basses, et en fait ici, c'est une espèce de lac avec des modifications de pression assez faibles. On a oublié de dire pour l'instant, mais je pense qu'on va en parler après avec la désaturation. Si, ça revient assez haut quand même. Ça revient assez haut. Non, ça revient assez haut. Parce La que, désaturation en oxygène est très faible, entre ici et là. Et quand on va, et quand on fait 3%, quand on va faire augmenter la pression ici, et qu'il va y avoir un obstacle ici, ça va obliger à remonter dans cette zone de choroïde capillaire en flux un peu inverse, pour augmenter la pression en tout cas. Et effectivement, ça ne va pas être des zones de circulation de toute façon très rapide, et on va avoir une réaugmentation de l'épaisseur de la choroïde à ce moment-là avec de l'oxygène dans ce sang circulant et du sang les deux qui va arriver à l'envers. Et ensuite, qui va partir dans les zones qu'on n'avait pas touchées. on n'a pas obtenu. Voilà. Sur d'autres veines, c'est ça. Non, on est tout à fait Et d'accord. qui vont donc en fait, là, ça part là, ça chope cette zone, et là, en fait, ça fait ici, hop, ça arrive ici, et là, c'est bouché, ça va remonter à l'envers dans le capillaire veineux, et ensuite, ça ne pourra pas repartir là, donc en fait, ça va repartir sur d'autres veines, sans le côté là-bas. Il y a le jeu qui n'est pas obtenu. Mais alors justement, le jeu, pour former l'indication, vous l'avez avec ces variations d'épaisseur de veine et le drainage que vous pouvez repérer qu'avec les enjeux vidéo qui vous montrent vraiment la cinétique hémodynamique de la choroïde. Alors, autre chose importante aussi, et peut-être que l'a très bien dit Pierre-Olivier aussi, mais c'est que l'obstacle en DMLA, il est pré-capillaire. En post-capillaire, il n'y a pas d'obstacle. Donc on peut faire l'interfusion rétrograde, elle passe très bien, à condition d'avoir un volume circulatoire suffisant, et aussi parce qu'une partie va également parfois passer par la sattlaire, que la sattlaire arrive à recoloniser le réseau capillaire et qu'il ne soit pas complètement conclu. La sattlaire, c'est quoi? La sattlaire, c'est la couche intermédiaire. Vous avez trois couches, la couronne capillaire, la sattlaire et la alaire. Merci. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Alors ici, donc, je reprends ce cas-là. Donc ce cas est intéressant parce que vous allez avoir un véritable voile circulatoire ici. En fait, vous avez un tronc ciliaire postérieur qui s'est divisé en deux. Et l'après la loi de Murray, la pression étant là, ici, comme c'est bouché, c'est passé principalement dans la zone la plus distale. Donc on a fermé les deux temporales. Et vous allez voir, c'est magique. Vous avez un pouce de reperfusion, vous avez vu un petit peu au début, et tout est reperfusé. Et l'atrophie qui était ici, c'est complètement stabilisé. Alors, le retour part ici en nasal supérieur. Alors, quand on regarde le détail, c'est assez magique parce que c'est 5 secondes, vous voyez, avant, après. Là, vous avez donc augmenté la perfusion, vous avez augmenté la surface aussi des champs au niveau cordialis, vous avez trop établi. Et alors, quand on regarde en détail, après, l'évolution de l'ischémie et de l'atrophie, alors ça, c'est extraordinaire parce qu'elle a attendu malheureusement 17 mois, en 17 mois, 300% d'augmentation. Et après l'opération, après 5 mois, on aurait dû doubler si on avait la même progression, et bien non, ça n'a pas bougé. Et en même temps, un autre détail important, regardez ici, la fluorescence a diminué. Ça veut dire que déjà la physiologie du thème pigmentaire s'est arrêtée. Ça n'a absolument pas bougé. Alors cette femme était magique, malheureusement vous imaginez qu'avec les artères qu'elle avait un problème, on lui a fait 3 semaines, 1 an et demi après, elle est morte sur le terrain. Alors voilà le détail. Vous voyez. On voit très bien que ça y a une reperfusion qui s'est faite à l'envers. Alors il faut quand même que la reperfusion, pour qu'il y ait vraiment un échange correct, touche quand même sur une surface assez importante. Voilà. Alors ça c'est un autre cas assez extraordinaire. Normalement je ne fais pas les cas avec des néo-vaisseaux. Mais elle était stable depuis 6 mois après 2 IVT sur une membrane que vous avez là. Et là il y a une asymétrie phénoménale. Il faut dire qu'ici c'était à peu près normal. Mais là vous avez un retour préférentiel de sang extrêmement épais, très visqueux, très lent. Et j'ai fait le calcul ici, vous avez 141 microlitres sur toutes ces vaisseaux.
Donc vous imaginez la perfusion qu'on a obtenue. Alors j'ai fermé en bas, et là, une résultat incroyable. Alors ça ne l'a pas amélioré complètement parce qu'elle a une cicatrice linéale ici, mais tout a été stabilisé, ça a pu bouger. Elle avait exactement le même, elle s'en est au vaisseau de l'autre côté. Sa fille était d'accord pour que je le perde, et elle n'a jamais voulu. Parce que j'aurais voulu démontrer qu'elle ne fait pas de néo-vaisseau. Donc là, on avait fait, si on avait opéré pour stabiliser ça. 141 microlitres. Voilà. Alors on va passer à une autre, qui sont les exemples qu'on fait. Alors nous travaillons ensemble avec, donc maintenant aussi Alex Trockman et Pierre-Olivier et Alexander, qui malheureusement n'est pas là. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas un trick. C'est pas des tricks. Il faut vraiment que vous ayez un très bon complémentariste pour comprendre ce qui se passe. Sinon, vous ne pouvez pas poser des zones d'application. Donc ça demande quand même un minimum d'investissement. Et la plupart d'entre vous n'avez pas le temps. Mettez-vous avec quelqu'un qui comprend et qui veut vraiment aller faire les choses. Alors ça, c'est un patient de Pierre-Olivier. Il en a fait une vidéo extraordinaire, vous allez voir. Et donc c'est une patiente qui malheureusement a fait une atteinte qui est très centrale. Mais qui n'a pas de problème. Juste le contexte du patient. Ce patient, c'était quand même 4-5 ans qu'on avait ce patient, comme ça. Et c'est un patient qui doit être une fratrie de 5 personnes, et les 5 devant lui, ils ont plus sur des diarrhées atlantiques. Donc quand il vient me voir, il sache le fait qu'il a des diarrhées atlantiques. Et c'est beaucoup plus facile de motiver ce type de patient. Et ça, c'est son noir de l'œil. Le travail on a fait après, il est meilleur. C'est juste pour le contexte, parce que c'est vrai que voilà, lui il vient, il sait ce que c'est que la démagogie, il n'a pas de. C'est pas très compliqué de le persuader de faire quelque chose pour que ça aille moins bien. Pour que ça aille moins mal. Bon, alors l'effet Schroll, donc vous voyez qu'ici vous avez un retour nasal préférentiel, et ici, donc, chose assez rare, c'est pas très fréquemment qu'on le fait, nous avons fait des opinions transverses. On a fermé ici et ici, et c'est Pierre-Olivier qui a fait ça, magnifiquement, vous allez voir la vidéo après. Donc maintenant, quand je reçois des vidéos comme ça, je suis capable de prévoir, on peut prévoir le retour possible. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que le retour de drainage va se faire ici et ici. C'est exactement ce qu'on a obtenu avec en pouce, quand on a augmenté la pression de façon suffisante, vous allez avoir un pouls de reperfusion. Parce que si vous avez une pression qui remonte, alors c'est pour ça que la pression elle est beaucoup plus importante que tu pensais, Alex. Parce que là, si on a une pulsation, ça dépasse la pression en oculaire. C'est-à-dire qu'on a une pression qui doit atteindre au moins les 15 mm de mercure. Donc on passe de 5 à 15. Alors voilà l'exemple avant-après. Tu veux peut-être commenter ou le faire, Pierre, parce que c'est pas... Non, mais vas-y, lance la vidéo. Voilà. Donc ici, vous avez donc l'atrophie. Hein. Là, c'est avant. Hein, vous voyez. Et ici, vous avez donc ce qu'on appelle les racines possibles de recrutement rétrograde, avec les veines qui sont quand même assez proches de la macula, c'est ce qu'il faut chercher. Après, il faut s'aider aussi d'un OCT, d'un mapping OCT pour avoir le volume circulatoire. Je vous ai montré que l'épaisseur est importante, si vous pouvez définir s'il y a plus de volume en haut, en bas, donc ça peut définir. Parce que parfois, la dilatation des veines ne suffit pas à expliquer comment gérer ou poser des applications. Et là, vous avez donc après, vous avez donc ici un retour, vous allez voir les pulsations, parce que la magnifique vidéo de Pierre-Olivier qui vous montre ça. Et puis, vous aussi, et vous allez voir, vous voyez que le calibre a complètement diminué. Les calibres ont diminué, parce que vous avez rétabli l'amplitude du réflexe naturel. Et non antérieur. Voilà les vidéos. Voilà, le fond. Vous voyez les pulsations ici, vous avez vu? Là, ça va être plus doucement, la deuxième. Ouais. Elle est un peu ralentie. Je ne veux pas les ralentir. Hein. Non, c'est là, elle est ralentie. Les ralentis. Ouais. On voit bien quand même qu'ici ça va, et ici aussi, des pulsations de reperfusion. Puis après, on va zoomer sur la zone. Et ça repart Ouais, ici et ici. Voilà, il a fait encore un grossissement. C'est un travail magnifique. Malheureusement, quand vous avez un stade comme ça, ici la fovea est atteinte. Les cônes sont atteints. Alors vous allez stabiliser les choses, l'atrophie va pratiquement pas bouger, hein, sauf si les cellules sont quand même déjà bien atteintes et l'apoptose va continuer un petit peu. Mais globalement, ça, vous avez stabilisé le problème. Sauf que là, vous avez une atteinte centrale. Donc ce patient, il a été stable pendant 4 ans. Voilà. Il s'est regardé pendant ce 4 ans. Et ça veut dire que vous avez opéré avant. Et l'autre côté, on l'a opéré avant. On l'a opéré après, 6 mois après, son autre œil qui était moins avancé. Et pour l'instant, il n'est pas dans ça, il a la fin.
Alors, vous avez un autre cas ici, c'est une femme, alors ça c'est un cas c'était une patiente d'Alexandre Hoffmann, qu'il a adressé, donc puisqu'il n'avait pas de couvert en charge. Je fais un peu le même commentaire que Olivier, c'est exactement la même situation, c'est une patiente qui est terrorisée dans toute sa famille, les gens qui sont venus à l'eau et de la TNLA, donc à chaque consultation elle demande, mais moi c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de nouveau, c'est voilà, les injections, et donc c'est pour ça que j'avais pensé à... Voilà, donc on voit très bien qu'effectivement, ça c'est tous les défauts que vous avez si vous avez un réseau développé. D'ailleurs, on va regarder un petit peu. Alors c'est intéressant de faire des grands angles pour les gens qui font ça, parce que ça donne quand même vraiment, vous voyez pas loin des blocs portiqueux, vous avez quand même une vision de l'ensemble global. Donc ici, on a fait les deux temporales. Alors, voilà le résultat. Alors c'est assez étonnant parce que vous avez ici la déperfusion que vous aviez, vous voyez qu'elle a été remplie, donc la circulation coagulaire remarche. Alors ici il y a encore un petit déficit, mais on est peu au centre de la vision. Vous allez voir les dépôts à l'OCT, c'est assez magique parce que vous avez tout ça ici, vous voyez que tout ça a disparu. Et on s'est fermé ici. Alors là, donc la circulation va être donc va passer dans ce sens-là, s'étaler, c'est pour ça que la résorption s'est faite là, mais il faut s'attendre que dans les mois qui viennent, probablement tout ça part. Alors on peut également l'aider avec le laser twertic, que Pierre-Olivier et Alexander ont, parce qu'il a cette capacité aussi de favoriser la résorption en créant, en boostant les cellules souches, par un procédé assez particulier, de matrix protéine. Alors maintenant on couple ça, et dans les formes d'atrophie on rajoute de l'EPE. Alors voilà les clichés de avant et après qu'on a illustrés. Alors en fait globalement ce que vous avez c'est que le sang reste un petit peu plus longtemps. Les temps circulatoires sont à peu près les mêmes, je ne sais pas, il y a parfois un petit ralentissement, mais surtout la perfusion fait que comme on a, en fait quand on fait les ventriqueuses, c'est comme si vous rajoutiez 50% du réseau en plus. Donc du coup forcément la vidange va se faire un petit peu plus longtemps. Mais comme c'est du sang oxygéné, ou en tout cas désoxygéné seulement à 30%, il est encore très très riche, et donc il a un effet, et ça va marcher. Et là, on voit bien la diminution. On voit bien la diminution du calibre. Ici, parce quand on regarde vite, on voit que c'est là qui a grossi. Là, c'est parce que toutes les autres ont rétréci. Et justement, alors, j'avais bien compris cette vasodilatation, en quoi elle est toxique. L'hyperviscosité dont tu parlais. Vous voyez? C'est pas toxique, c'est un stéroïde du réflexe véno-artériel qui est plus adapté chez le patient. Avec les pulsations, vous voyez les pulsations, vous avez vu? On voit bien d'ailleurs in fine que le remplissage est quand même très différent. Richard, tu reviendras sur la diapo d'avant pour répondre à Alex. C'est ton réflexe, c'est que... Là, en fait, tu as une diminution de la perfusion par l'athérosclérose dans tes artères. Okay. Pour essayer de combler cette baisse de pression, tu as un réflexe véno-artériel qui fait que ces veines sont dilatées. Okay. En bas. En fait, tu as un vol vasculaire de cette zone, du sang qui peut arriver ici. Tu as moins de sang qui arrive ici, il y a du sang qui arrive ici, il est volé par ces zones en bouchant ici. Cette zone-là et cette zone-là. Tu vas remonter la pression et ton sang veineux va pouvoir repartir dans le sang pour partir sur les veines ventriceuses nasales. Même si ta pression d'arrivée elle va pas changer, on ne va pas plus enlever l'athérosclérose et augmenter la pression d'arrivée, mais tu vas mettre un petit barrage sur ta rivière en amont, tu n'as plus de pression. Tu mets un barrage, et comme le barrage est petit, ça va augmenter la stagnation de sang qui va partir dans le sens et qui va passer dans la zone maculaire. Et ça, tu le vois, parce qu'en fait, tes veines, tu peux augmenter la pression, et donc ton réflexe véno-artériel, il a dit. Oui, c'est pareil paradoxal, c'est que tu bouges tes veines, finalement elles passent moins dilatées. Oui, ça diminue le réflexe véno-artériel. Là, tu as un réflexe véno-artériel qui est dépassé, en fait. Surtout, le réflexe d'amplitude, il va se dépasser. Le problème du RDA, et Richard, pourquoi il fait bien, c'est-à-dire qu'il y a tout de RDA. Un réflexe véno-artériel adapté, où ça adapte, où ça améliore le drainage, et au bout d'un moment, ça continue à se dilater et c'est plus adapté.
Et alors, il faut faire attention aussi, parce que des fois, vous avez un réflexe des veines assez peu dilatées, mais en réalité, quand vous regardez l'OCT, vous avez une épaisseur choroïdienne tellement faible que vous n'avez pas de volume à perfuser. Il n'y a plus de sang. Et souvent, la question qui vient en même temps, quand on fait ces lettres, c'est comment on fait pour ne pas avoir des hématomes choroïdiens? Et qu'on n'a pas d'hématomes choroïdiens, parce que comme l'a dit tout à l'heure Richard, on est passé de 150 microlitres. Voilà. On est passé 150 microlitres, on est passé à un volume qui est inférieur à 60. Voilà, donc en fait, évidemment, si tu sais une occlusion des veines ventriceuses chez les patients sains, tu as des hématomes choroïdiens. Mais là, on n'est pas chez les patients sains, on est chez les patients où tu as déjà plus de volume. Donc quand tu vas boucher les veines, il n'y a pas beaucoup de temps. Il y a plus de volume à faire passer par les veines nasales, mais il y en a beaucoup moins chez quelqu'un normal. Alors, il y a plus de volume d'hématomes choroïdiens quand tu vas boucher ici, parce que la veine ventriculeuse temporale, les veines ventriculeuse temporale drainent plus que les nasales. C'est toujours un petit peu plus chaud de le faire sur un bitemporal au bout du risque des hématomes choroïdiens. Mais par exemple, si tu fais des bilasas ou la poisson, le risque est nul. Et là, le risque est très faible parce que, en fait, quand tu fais ton OCT choroïdienne, il n'y a plus de volume. Alors, pour convaincre ceux qui auraient encore des hésitations aussi, l'équipe italienne de Barbara Marolini, à un moment donné, en 2014, m'a contacté, et ils ont fait à peu près une vingtaine de vortiqueuses, et ils ont fait quelque chose d'intéressant, c'est Sagis avec qui était le complémentarisme pour les enjeux vidéo, ils ont calculé les résistances index. Et bien, tenez-vous bien, sur tous les patients, les résistances index circulatoires ont diminué. Ça veut dire qu'on améliore vraiment la circulation. Alors ici, vous avez les vidéos. En direct. Oui, je crois qu'il y a un petit problème. Voilà. On va trouver quelque chose. Voilà, vous l'avez vu ici. Voilà. Vous avez vu cette pulsation? Donc là, vous avez quelque chose qui pulse à une pression qui est supérieure à la pression interne endoculaire. Alors vous voyez que le retour veineux est assez extraordinaire. Alors là, on a ce qu'on appelle une veine bicadrantique, ce que Didier appelle une anastomose, il y a fortement là-dedans. C'est une anastomose veineuse. Parfois, dans l'équilibration de retour, vous avez ça. C'est-à-dire que les zones dites par de watershed zone retrouvées en veineux ne sont pas toujours tout à fait exactes, parce que vous allez avoir des veines bicadrantiques. Elle est amorcée ici, mais que dans le réseau qu'on a fermé ici, forcément, elle va servir et elle va alimenter l'évacuation qui va principalement partir en nasal supérieur. Là, on voit bien qu'elle porte, même si c'est pas tout à fait le regard en train de mettre avec le capillaire, non, il y a vraiment une densité, vous voyez, alors non, on n'arrive pas toujours à tout perfuser, mais normalement ça marche pas mal. Alors, je vous rappelle aussi un truc qui n'est pas évident non plus, alors j'ai fait un travail avec un chercheur du CNRS qui est devenu ami, Vincent Fleury, c'est qu'en fait les drusènes ont asséché la paroi capillaire. C'est pas un effet masse, c'est un effet d'assèchement. Donc il y a un effet osmotique. Parce qu'en fait, vous avez, je vous ai dit que s'il y avait une choroïdialyse, il y a un gradient entre l'apex et la base étant sur la choroïde. Vous avez donc alors je n'ai pas parlé d'effet Farus-Quincus, un peu compliqué, mais vous avez un écrémage qui fait que vous avez un hématocrite dans la choroïde capillaire très faible, donc une pression osmotique qui passe dans la rétine et dans la choroïde, elle est très élevée. Et c'est ça qui fait le gradient. C'est bon. Et merci beaucoup. Ciao. Donc c'est vraiment une ischémie à perfusion, c'est pas un V, et ça demande un minimum d'investissement avec un bon complémentarisme qui comprend. Et après on peut échanger, parce que vous pouvez échanger avec l'équipe d'ici Alex aussi pour plein, parce qu'ils ont maintenant, depuis 2010,